vous remercie. Je vous remercie. Je donne la parole à Monsieur Fletcher. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, le mois de juillet a été le plus meurtrier. En 4 ans, 437 personnes ont été tuées, 2600 blessés. Le bilan civil a augmenté de 37% par rapport à la même période de l'année précédente. Les statistiques, toutefois, ne rendent pas compte des souffrances. À Kherson, j'ai vu que la vie civile était détruite. On a des zones létales, des drones kamikazes et des routes et des bâtiments qui sont entourés de filets anti-drones. La population locale et nos collègues sont devenus experts pour repérer différents modèles en fonction de leur létalité. Il y a une augmentation de 60% de drones à pilotage immersif, des attaques menées avec ces drones cette année, et avec des victimes civiles. Des ressources sont orientées vers des écoles et des hôpitaux souterrains, alors que l'on se prépare pour un avenir terrible sous terre. Dans un hôpital de Kherson, à 1 kilomètre de la rivière qui marque la ligne de front, 70% des patients civils sont traités avec des blessures causées souvent par des drones à pilotage immersif. Les docteurs ont l'habitude d'incidents avec de nombreuses victimes. J'ai rencontré un homme qui avait subi une attaque alors qu'il vendait des fruits. Un autre avait perdu ses jambes. Il fallait 3 opérations et 17 transfusions de sang. De l'autre côté de la rivière, du fleuve, dans les zones contrôlées par la Russie, les civils connaissent également la menace des drones, et avec un impact humanitaire. Les civils vivent dans l'angoisse, ils savent que les drones peuvent les observer et frapper sans avertissement. Ils doivent changer leurs itinéraires, mais tout près de la ligne de front, il n'y a souvent qu'une minute pour se protéger. Longtemps après les explosions, les familles continuent à pleurer leurs morts et le rétablissement prend des années. Les personnes âgées ou handicapées ne peuvent souvent pas se protéger. Les opérateurs de drones sont détachés de leurs victimes et du droit, mais quelle que soit la distance, le DIH s'applique. Les drones peuvent sauver des vies et les technologies peuvent permettre de gagner en précision. Elles devraient être utilisées pour protéger les civils. Et le bilan ne se limite pas à la ligne de front. Lors de ma dernière nuit à Kiev, j'ai pu voir une attaque qui ciblait une école et un hôpital pédiatrique. L'ONU ne peut pas vérifier les informations communiquées, mais nous demeurons préoccupés. Les travailleurs humanitaires connaissent les mêmes dangers et ont besoin de protection. Entre janvier et juillet, 10 travailleurs humanitaires ont été tués, 40 blessés. 20 dépôts ont été détruits, des millions de dollars ont été ainsi gaspillés. Et les convois sont frappés, des véhicules d'évacuation également. Or, le personnel humanitaire est le visage humain de notre réponse, et pourtant beaucoup ont perdu la foi quant au fait que le DIH sera respecté. J'ai passé la journée mondiale humanitaire à Kherson, aux côtés de familles, de personnes qui avaient perdu leur famille et leurs collègues. Et pourtant, nous avons pu venir en aide à 3 millions de personnes en dépit des obstacles. Alors que l'hiver approche, nous avons lancé un appel pour un plan d'intervention hivernale de 358 millions pour fournir des services de chauffage, de logement, des abris, des services médicaux. Il faut pour cela procéder à des achats et à une préinstallation du matériel. Les opérations humanitaires en Ukraine sont mieux soutenues que d'autres crises, mais ne sont pas suffisamment financées pour autant. L'Ukraine montre un modèle de cette nouvelle donne humanitaire. 70% des financements vont à destination des organisations locales. L'escalade dans le conflit de la mer Noire, Monsieur le Président, nous préoccupe par ailleurs, avec un impact humanitaire potentiellement plus grand. Les engrais, le carburant et les céréales
doivent continuer à circuler sans entrave. La diplomatie est nécessaire pour renouveler des arrangements qui ont permis de contenir les risques pour les communautés. Je reviens d'Ukraine bien conscient des conséquences humanitaires. Les parties connaissent bien le droit. Et je vous adresse 3 demandes. Tout d'abord, il faut défendre le DIH, alors que celui-ci est de moins en moins pris en compte. Les civils et les objets civils ne peuvent pas être ciblés. Les violations doivent faire l'objet d'enquêtes. L'impunité ne doit pas être normalisée. Il nous faut des mesures concrètes pour protéger l'action humanitaire, notamment des systèmes pour répondre aux frappes près des convois, avec des notifications humanitaires et des cessez-le-feu temporaires pour les évacuations. Deuxièmement, il faut préparer l'hiver. Si les infrastructures énergétiques continuent à être ciblées, la crise humanitaire pourrait s'aggraver. Le discours international ne doit pas être dominé dans cette guerre par la course à l'armement. Nous devons œuvrer pour le commerce pacifique dans la mer Noire. Troisièmement, il nous faut un débat avec les États et les sociétés qui alimentent cette innovation militaire létale. Le respect du DIH doit être assuré par ceux qui mettent au point, déploient et utilisent ces systèmes. Les technologies du champ de bataille évoluent certes rapidement, mais les règles de la guerre sont très claires. L'alliance actuelle entre l'économie mondiale de la guerre et le secteur de la technologie crée bien plus de coûts que de bénéfices dans de nombreuses zones de conflit. L'IA et les systèmes autonomes s'invitent sur le champ de bataille. Il faut donc préserver le jugement humain. Les technologies aujourd'hui évoluent plus rapidement que nos systèmes de redevabilité. Il nous faut non pas rendre hommage à la résilience des civils, il nous faut les protéger, leur venir en aide. Et avant tout, cette guerre doit prendre fin. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie M. Fletcher de son intervention. Je vais à présent intervenir en tant que